Bonjour. Hello, everyone. Thank you for being here. Two topics today. The first is with respect to the global vaccination drive. Uh, the uh, the first thing that I want to cover is the news about the global call to action. Alors, je vais commencer avec la vaccination et l'initiative COVAX. Qu'est-ce que c'est COVAX d'abord? COVAX, c'est une initiative du centre, l'Organisation de santé mondiale et une alliance globale des vaccins pour assurer l'approvisionnement des vaccins aux pays de faible revenu et de moyen revenu. Ils sont là pour approvisionner des pays qui n'ont pas d'autre approvisionnement du vaccin ou des vaccins. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que on sait qu'il y a une énorme vague qui se déroule en Inde, qui a eu un sévère impact sur l'approvisionnement du COVAX, de l'initiative COVAX, dans le deuxième quart de cette année. Le COVAX a dit aujourd'hui que d'ici le fin de juin, il y aura un énorme déficit, un déficit de 190 millions de doses de vaccins. Et que si on n'adresse pas à ce problème et le déficit, qu'il y aurait des conséquences pas même graves, mais catastrophiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors, qu'est-ce que le Gavi et l'Organisation mondiale de santé demandent? Ils demandent, dans leur déclaration conjointe, ils demandent que les pays riches versent des fonds pour soutenir l'initiative. Mais ils aussi demandent que les pays avec les vaccins partagent les doses dès maintenant, que les pays avec les plus grands approvisionnements des vaccins doivent les rediriger vers le COVAX immédiatement pour avoir l'impact maximum. Alors, je suis ici pour dire d'abord que les peuples du Canada sont généreux, qu'ils veulent partager, qu'ils veulent protéger les travailleurs essentiels dans les autres pays, les infirmières, les médecins, les personnes qui travaillent en première ligne dans les autres pays. Nous sommes aussi un pays d'immigrants. Nous sommes aussi un pays avec beaucoup de personnes provenant des autres pays. Nous avons des proches dans les autres pays et nous avons des soucis et des inquiétudes pour nos proches dans ces pays. On veut partager. Le Canada peut d'abord retourner les doses qu'il a déjà prises de l'initiative de COVAX et aussi du Serum Institute of India, précisément parce que nous sommes le seul pays du G7 qui a pris des doses du COVAX. On sait que c'est possible que nous avons des doses d'AstraZeneca qui vont être gaspillées dans les provinces qui ont décidé de ne pas les utiliser d'une manière ou l'autre. Alors, je veux encourager le Premier ministre et le gouvernement et le ministre de Santé de parler avec les premiers ministres et leurs homologues dans les provinces pour considérer comment ces doses peuvent être redirigées vers ces pays. Et en plus, on devrait répondre à la déclaration, à la demande conjointe du COVAX pour dire que oui, nous allons répondre à l'appel, nous allons retourner à des doses et offrir encore même de doses. Je note que notre décision aujourd'hui de verser des fonds vers le COVAX, mais pas les doses, est très décevant. C'est décevant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas une autre option que de prendre des doses de COVAX. C'est décevant parce qu'il y a un appel global d'urgence qui a été transmis et on devrait répondre à cet appel.
Et c'est dangereux aussi. Alors, c'est décevant d'un côté et dangereux de l'autre parce qu'on sait qu'il y a un énorme risque de mutation du virus si nous nous assurons pas que les gens soient vaccinés partout. Nous n'avons pas fait tout ce travail pour vacciner les gens ici au Canada, pour voir une mutation dans un pays parce que le Canada et des autres pays avec des grands approvisionnements n'ont pas décidé de répondre à l'appel et n'ont pas redirigé des doses vers ces pays. Et chaque jour qui passe sans que les gens soient vaccinés partout au monde, on court le risque d'avoir cette mutation. Et finalement, je veux souligner que ce n'est pas un choix binaire, que notre gouvernement peut protéger les peuples ici au Canada sans prendre des doses de COVAX ni du du Serum Institute of India et en partageant les doses que nous avons ici. L'analyse du COVAX dit que même après partager 1 milliard de doses, les pays riches auraient suffisamment de doses pour vacciner 80% de leur population d'âge 12 et plus en 2021. Alors, en anglais, first, I wanted to touch upon the news today that the government of Canada still has no timeline for sharing doses abroad, still has no intention of returning the doses to the COVAX facility that it has taken and the doses that it has taken from the Serum Institute of India. COVAX is a facility that was created by the World Health Organization and others to provide low-income and poor countries with doses when they had no other supply and access to no other supply. What we have been told over the last couple of days by the facility is that there has been a dangerous drop in their access to supply because of the terrible surge of cases in India. What they have asked for concretely in a joint declaration is that countries who have large supplies, wealthy countries who have more supply than they will need for their population, that they redirect that supply immediately toward COVAX. They have pointed out that there's the risk of a 190 million dose shortfall in COVAX, and that if there is not this immediate redirection of doses, then the consequences could be, in their own words, catastrophic. Canada, unfortunately, remains the only country in the G7 to have taken doses from COVAX. We have also taken additional doses from the Serum Institute of India, which remains the primary manufacturer of doses for the COVAX facility. We have, to our credit, and I thank the government of Canada for doing this, we have increased our donation to COVAX to $440 million, and that will certainly go part of the way. But what we have been told is that money is not enough, that by the end of June, we need these doses to avert the worst. And so I'm asking the government of Canada to do what has been asked, to answer the call, to return the doses we have taken, to speak with, for the government of Canada to speak with the provinces and to ask them what they can do, what doses they see that they may not be using, particularly AstraZeneca doses, so that we can answer this global call. Because people in Canada are generous. They're generous and they want to be good global citizens. Many of us have family abroad. Many of us come from immigrant families. We are worried about people abroad. We are worried about the frontline workers abroad. We are worried about the essential workers abroad. And we want to make sure that they are being protected as we protect ourselves. And as we think toward the future, it would be very important for the government to also say clearly, in a way that they still have not to this point, that they will support patent waivers for COVID vaccines so that we can increase the global supplies of vaccines in the future. But right now, the need is urgent. The global call has been made. And if we don't respond to it, not only are we disappointing ourselves in terms of our role as a global citizen, but we are also putting ourselves in a dangerous situation.
It is dangerous not to vaccinate everyone everywhere, because the longer that we take to do this, the more we're putting ourselves at risk of a new mutation that our vaccines cannot defend us against, and no one wants to end up back where we were. And I'll perhaps just end with a quote from the World Health Organization, which really underlines the point that this is not a binary choice, that we can protect people in Canada without dipping into this facility and by answering the call, and that even if we share 1 billion doses amongst rich countries, we would still have sufficient doses to vaccinate 80% of our population this year, anyone over 12 years old. What the World Health Organization has said is that by donating vaccines to COVAX alongside domestic vaccination programs, the most at-risk populations can be protected globally, which is instrumental to ending the acute phase of the pandemic, curbing the rise and threat of variants, and accelerating a return to normality. And that is, of course, what we all so desperately want. Turning to another matter, it's a pivot, but something also that the government can do a lot about and show leadership on here in Canada. The 1-year anniversary of my father's death in long-term care happened last weekend. He was a resident in long-term care in Ontario, and he died an avoidable death, as so many thousands of others have. We know that even as we have managed to dramatically bring down the rates of infection of COVID in facilities, almost to zero in some cases, that we still have many residents of long-term care that are not getting the care that they deserve and need. That there are still questions of those dying from avoidable infections, dying from dehydration, from malnutrition, from neglect. This remains a system in crisis. And for all of those of us who have lost people during the pandemic in long-term care, I refuse to allow any of their deaths to be in vain. And even as the numbers drop of COVID deaths in long-term care, we will never forget and we will never stop fighting to ensure that the change happens. Concretely, we are asking the Government of Canada to do what they did not do in Budget 2021 and truly invest and work with the provinces on a concrete national strategy for long-term care. That would include keeping infectious diseases out of long-term care, properly staffing long-term care facilities and respecting workers, universal long-term care that includes making sure that long-term care becomes a publicly insured core health service, accessible to all and universal, setting national standards for care and staffing and mechanisms to enforce those standards, implementing a plan to phase out private for-profit care, and ensuring that we shift our long-term care policy and spending towards more community care and smaller residences. And so we will continue to carry this message until we see the urgent action, and we do it in the name of all of those who have been lost. I do it in the name of my father and all of those who are still worried about their loved ones in long-term care and the care that they receive. Il faut absolument assurer que cette année, c'est l'année où on commence à parler d'une stratégie nationale de réforme de nos centres d'hébergement et de soins de longue durée. Mon père est mort il y a une année dans un centre de soins de longue durée pour des raisons évitables. Il y a des milliers qui perdent leur vie pour des raisons évitables encore, même après que nous avons réduit les cas de COVID dans les centres de soins de longue durée. Le Canada a le pire record parmi les pays riches pour les morts dans les centres de soins de longue durée pendant la pandémie. Alors, je fais l'appel au gouvernement pour démontrer leadership, de convoquer une réunion avec les provinces et territoires pour assurer qu'il y a, il y a suffisamment d'employés dans nos centres, que nous avons un système universel, qu'on assure qu'on garde les virus hors des centres, qu'il y a des standards nationaux,
qu'on crée un système sans but lucratif et qu'on commence à assurer qu'il y a plus de facilité dans la communauté, plus de possibilités de soins dans la communauté. Et je fais ça dans le nom de les milliards de personnes qui ont perdu leurs proches pendant la pandémie et pour assurer que les résidents qui restent dans nos centres sont protégés d'une manière digne dans le futur. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant prendre les questions, commençant par les questions au téléphone. Comme à l'habitude, une question suivie par journaliste. We'll now take questions, starting with questions on the phone. As a reminder, one question, one follow-up per reporter. Operator, do we have a first question? We do have a first question. Nous avons une question première. Hélène Boussetti de les Coop de l'information. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Mme Paul. Vous avez dit aujourd'hui en entrevue à Radio-Canada que vous aussi, vous auriez voté contre la motion du Bloc sur la reconnaissance de la motion de la nation québécoise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Bon, Hélène, d'abord, ce n'était pas exactement la motion. Ça faisait une partie de la motion. J'aurais voté contre parce que nous avons besoin d'avoir une vraie discussion, une vraie conversation sur le projet de loi 96. On sait que c'est un projet de loi énormément important. D'abord, je veux dire que moi, en tant que francophile, en tant que parent de 2 enfants qui sont membres de la francophonie, que je tiens la langue au cœur. Je crois que c'est absolument pas même légitime, mais essentiel de protéger la langue française et de renforcer la langue française aussi. Dans le cas de ce projet de loi, je crois que chaque fois que la Constitution est engagée comme un thème, c'est essentiel d'avoir une vraie discussion, une discussion concrète, une discussion qui est à l'auteur des questions. Je sais qu'il y a une division d'opinion entre les experts constitutionnels sur ce projet de loi. Et moi, je ne suis pas un membre de Parlement encore, pour l'instant, mais je crois que notre Parlement est une des gardiens de notre Constitution et il faut toujours, quand il y a des questions constitutionnelles, avoir une discussion. Il ne faut pas être trop rapide et il ne faut pas éviter ces discussions. Alors, c'est pour cette raison que je n'aurais pas soutenu la motion du Bloc. Mais précisément, qu'est-ce qui vous inquiète? Je comprends, vous dites qu'il y a une division entre les experts, mais vous, votre inquiétude, elle est de quelle nature? C'est exactement ça. C'est que c'est très décevant que le premier ministre, comme le gardien en chef, je vais dire, de notre Constitution, n'a pas commissionné une analyse compréhensive du projet de loi avant de prononcer sur le projet de loi. C'est un projet de loi de 100 pages. C'est un projet de loi avec beaucoup d'éléments. Et même le premier ministre, il a avoué que sa décision était basée sur une analyse préliminaire. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est simplement ça. C'est tout à fait possible que ce projet de loi soit constitutionnel, que ça soit correct. Mais nous n'avons pas, le gouvernement fédéral n'a pas fait commissionné cette analyse. Alors, je demande à notre premier ministre de commissionner une analyse compréhensive des questions constitutionnelles et puis de publier les résultats, de les partager avec le Parlement et puis de baser sa décision sur cette analyse. C'est ça le point. Le point, c'est qu'il y a un processus à suivre. Il faut le faire soigneusement, surtout dans le cas des questions constitutionnelles, parce qu'on fait des décisions maintenant pour les générations dans le futur. Opérateur, prochaine question. Il n'y a plus de questions pour l'instant, madame. Ceci met fin à la conférence de presse. There are no further questions at the moment. Thank you.
This concludes the press conference. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much.